Bonjour, alors nous sommes en ce moment au Vieux-Port. Il fait chaud, il fait beau, ça sort l'été. C'est vraiment là, c'est la fin de l'année. On est au bord de l'eau parce que vous allez savoir tantôt, là, ça a comme rapport notre reportage. Puis on sent que ça s'en vient, là. Ça grouille, les spectacles s'en viennent, on organise des choses, on est juste à côté du Centre des sciences de Montréal. Puis on entend vraiment les bateaux, on entend les autos, on entend le centre-ville, c'est incroyable. On entend aussi les personnes qui se promènent en vélo, on voit des personnes marcher ici, on sent vraiment, là, ça vibre ici, ça vibre, on aime ça, on a hâte. On a hâte de voir. C'était nous pour cette édition spéciale du reportage qui vous sera présenté par Alexis Seret, Sabrina Yusfi et moi-même, Amanda Huard-Rochette. Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous dire qu'il était impossible de passer une seule journée sans boire de l'eau? Eh bien, nous vous confirmons que ceci est vrai. Comme l'eau est essentielle à la survie de l'être humain, nous avons décidé de vous informer sur l'eau que vous buvez. Donc, comment la science est-elle à trancher entre l'eau embouteillée et l'eau du robinet? C'est avec certitude que nous vous disons que les minutes qui suivent ne seront pas un gaspillage de temps. Effectivement, vous en apprendrez davantage sur comment la science est appliquée par rapport à cet enjeu, l'efficacité de la science et de ses applications, les conséquences économiques, environnementales, sociales et politiques de cet enjeu. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne écoute! Pour débuter ce reportage pertinent sur l'eau embouteillée et l'eau du robinet, nous vous expliquerons comment la science est appliquée pour traiter cet enjeu au niveau du Québec. Notre question aujourd'hui est-ce vraiment nécessaire d'embouteiller l'eau si on peut se la procurer directement du robinet? Selon Statistique Canada, en 2007, 30% des maisons canadiennes utilisaient principalement de l'eau embouteillée. C'est aussi le cas de 27% des maisons québécoises. On croit que l'eau embouteillée est beaucoup plus saine et contient moins de bactéries que l'eau du robinet. Pourtant, c'est totalement faux. L'eau embouteillée est aussi sûre que celle du robinet, autant sur le plan de qualité microbiologique que celle de sécurité. De plus, l'eau embouteillée contient beaucoup de bactéries, sauf qu'elles ne sont pas nocives pour la santé de l'être humain. Les normes de santé et de salubrité pour l'eau embouteillée et l'eau du robinet sont semblables. En plus, certaines compagnies d'eau embouteillée arnaquent la population en remplissant leurs bouteilles directement de l'eau du robinet. N'est-ce pas aberrant que certaines municipalités autorisent les compagnies d'eau embouteillée à se procurer de leur eau pour ensuite la vendre? Effectivement, des lois devraient être appliquées pour éviter que cette situation se produise. Changement de sujet. Parlons un peu des moyens utilisés pour filtrer l'eau dans les usines de filtration. Pour expliquer ce qui se fait, nous avons contacté des spécialistes de la Ville de Montréal sur le sujet. Allons voir ce qu'ils avaient à nous dire. Nous sommes présentement devant l'usine Chargée des Baillets. Nous allons rencontrer dans quelques instants Madame Juliette Proux, spécialiste à la Ville de Montréal par rapport à la filtration d'eau et la purification d'eau. Bon après-midi, Madame Juliette Proux. Bon après-midi. Alors en fait, pour débuter l'entrevue, j'aimerais que vous parliez un peu des étapes que subit l'eau pour être finalement purifiée. Est-ce que vous pouvez développer? Oui, en fait, la première étape du traitement serait celle du dégrillage, qui consiste principalement à faire passer l'eau par un gros grillage qui bloquerait les gros morceaux comme des morceaux de bois ou des poissons. Et la deuxième consiste en quoi? Oui, la seconde consiste à injecter un produit dans l'eau qui favorise l'agglomération, donc la modification des particules en suspension. Sous l'effet de ce produit, les particules se rassemblent dans des flocons qui se déposent au fond des bassins de décantation pour ensuite être évacués dans un réseau d'égouts. La troisième? Le processus de filtration pour purifier l'eau fonctionne comme suit. Dans un gros bassin, l'eau passe à travers un lit filtrant qui élimine 85% des bactéries. Toutefois, les plus petits virus parviennent à traverser cette barrière. Une forme de désinfection de l'eau est donc nécessaire. Est-ce tout? Une quatrième et une cinquième étape sont nécessaires. Parlez-nous-en. L'extermination est un procédé de désinfection. Il élimine les goûts et les odeurs. Ce dernier se voit aussi efficace quant à l'extermination des virus ayant échappé à l'étape de la filtration.
La dernière étape se doit de chlorer l'eau pour éviter la prolifération des bactéries dans un réseau de distribution. Merci beaucoup, Madame Proulx, de nous avoir accordé cette entrevue. C'est un plaisir. Maintenant, parlons brièvement des moyens utilisés par les entreprises pour restreindre leurs impacts sur l'environnement. Certaines compagnies de bouteilles d'eau ont décidé de réduire la quantité de plastique dans la bouteille pour, comme on l'a dit tantôt, restreindre les effets néfastes sur l'environnement. En plus, les compagnies n'y perdent rien puisque les coûts de production sont admissibles. Pour ce qui est de l'entreposage des bouteilles d'eau, il est important de faire attention. Plusieurs composants chimiques sont utilisés lors de la fabrication du plastique. Et plusieurs d'entre eux, exposés à la chaleur ou seulement mal réfrigérés, peuvent causer le cancer. Après 6 semaines, si la bouteille a été ouverte, les bactéries commencent à se développer et donc à se multiplier. Fait intéressant, certaines compagnies d'eau embouteillée font subir aux bouteilles d'extrême chaleur avant de les envoyer en magasin. N'est-ce pas incroyable que les fournisseurs ne se soucient pas de leurs clients? Nous avons contacté 2 techniciennes en fabrication de bouteilles de plastique et nous leur avons demandé de nous expliquer comment elles étaient faites. Bonjour Madame Elodie McDonald et F. Piraldi. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer comment sont faites les bouteilles de plastique? Certainement. Les bouteilles de plastique sont faites d'un mélange de pétrole raffiné qu'on appelle polytéréphtalate d'éthylène. Les flocons réutilisés perdent de leurs propriétés chimiques et c'est pourquoi les bouteilles de plastique ne peuvent pas contenir plus de 10% de matière recyclée. Intéressant. La préparation va ensuite passer à une machine d'éjection qui va la chauffer jusqu'à 315 degrés Celsius, où cette dernière va devenir un peu comme un épais liquide plastique qui va être injecté par la machine d'injection à haute pression dans un moule. Ce procédé de moulage par injection de plastique produit des pièces qu'on appelle paraisons, c'est-à-dire des préformes qui seront ensuite transformées en bouteilles ou en pots. Une fois moulées, les paraisons durciront presque instantanément grâce à un système de refroidissement intégré. Les paraisons sont ensuite dirigées vers une machine d'extrusion soufflage qui va, en quelques secondes seulement, les chauffer pour qu'elles deviennent une espèce de plastique malléable. Puis elle y insère une tige afin d'étirer chaque paraison en longueur, tout en y soufflant de l'air chaud à très haute